Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue les petits amis sur la TV 42, j'espère que tout le monde va bien en ce mercredi 15 avril 2020. Eh ben oui, on est toujours confinés, hein, toujours dans mon appartement en plein New York. Mais ça va, tout va bien. Il n'y a pas de contamination à l'horizon. Donc ben voilà, je vois qu'il y a du monde déjà qui arrive. Bonjour Poup42, bonjour DosGeek, c'est moi. Bonjour The Robinator 2077, bonjour Black Devil qui est là aussi. Et puis t'es pas au studio? Si, je suis au studio, effectivement. Je suis au studio pour pouvoir faire le live, car depuis chez moi c'est compliqué. Et bienvenue à Pacte Dur aux portes de l'abri 42. Alors j'ai mis une petite musique d'ambiance, je pense que vous devez l'entendre, pour se mettre dans l'ambiance du sujet d'aujourd'hui. Comment ça va les amis? Comment allez-vous? Bien, alors vous l'avez peut-être vu sur le titre de la vidéo d'aujourd'hui. La démocratie et le monde grec antique, niveau 6e, 5e. Waouh, attention, il va falloir s'accrocher. Non, c'est bien, vous allez voir, c'est intéressant comme sujet. C'est dans la continuité de ce qu'on a déjà vu sur les semaines précédentes. On va rentrer un peu plus dans l'univers dans le monde de la Grèce antique, et notamment de toutes ces cités qui ont été les premières à développer ce principe, cette notion essentielle qui est la démocratie, et qui est encore aujourd'hui, qui régit encore aujourd'hui notre monde actuel. Puisqu'on est, je vous le rappelle, on est censé vivre en démocratie en France, normalement, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à preuve du contraire, même si on pressent de temps en temps quelques petites tentatives, quelques petites percées de la part des parlementaires, de la part de différents gouvernements, pour essayer de restreindre petit à petit une liberté par-ci, une liberté par-là. Mais c'est très important, dans toute démocratie, nul n'est censé ignorer la loi, et il appartient à chaque citoyen, c'est-à-dire nous, chacun d'entre nous, de faire en sorte que la démocratie vive et que les droits et libertés de chacun soient respectés. Bien, avant d'aller plus loin, je vous invite à passer en full cam, voilà, comme ça vous pourrez voir que la réponse à la question du jour est 42. Bienvenue sur la TV 42, sur The Vault 42, The Vault 42 en anglais pour les anglophones. Je suis DosGeek, et tous les mercredis après-midi en ce moment, pendant le confinement, c'est école à la maison, donc on essaye de contribuer à la révision ou à l'apprentissage de certaines connaissances qui ne sont pas possibles actuellement via le système traditionnel d'enseignement. Donc j'espère qu'à notre propre niveau, avec la TV 42, on arrive quand même à apporter quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel pour les jeunes qui regardent, qui sont connectés, qui sont sur Internet et qui ne sont pas à l'école actuellement, parce que c'est tout simplement interdit, tout le monde est confiné chez soi. Bien. Et bien maintenant je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on retourne dans l'Antiquité, puisque aujourd'hui on est en 2020, je vous propose de faire un saut dans le passé, un saut temporel. Je vous propose de passer cette porte qui s'ouvre sur les dimensions de l'espace-temps. Je vous propose que nous créions une distorsion de l'espace-temps, comme dirait le doc avec Marty, pour rejoindre la Grèce antique d'à peu près 800 avant Jésus-Christ. Oui. Entrons dans le vif, oui. Bien. Petit aparté au passage, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur le chocolat la semaine dernière et que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Moi en tout cas, la vidéo sur le chocolat m'avait mis bien en appétit. Allez, on passe
dans le... Hop, on va faire ça. On va aller sur le sujet du jour. Voilà. Bien. La démocratie et le monde grec antique. Alors, on revient à nos premières amours, nos premières vidéos éducatives il y a quelques semaines sur le monde grec antique. On a parlé de la civilisation, de la culture, de la mythologie. Enfin, en tout cas, on a essayé d'aborder ces sujets-là. C'est très compliqué, très difficile d'arriver à couvrir l'intégralité de ces sujets-là parce que c'est un domaine qui est très vaste. Mais on a quand même vu des choses essentielles. Et la démocratie, il faut l'avouer, c'est un des points essentiels, un autre des points essentiels qui ont contribué à la construction de la civilisation grecque antique et encore aujourd'hui de notre civilisation moderne. La civilisation moderne est basée sur les principes de la démocratie. Et bienvenue, ma grecque aux portes de l'abri 42. Alors s'il y a des parents parmi les spectateurs, je vous invite à prendre un petit café ou un petit chocolat en même temps que moi, ou même un thé. Allez, passons à la première diapositive, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Donc les citoyens athéniens. Alors, revenons un peu sur la carte. Tiens, je vais enlever le fond qui est derrière moi pour libérer un peu de la carte. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et on va revenir comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc nous sommes en mer Méditerranée. Donc de chaque côté de la zone géographique en orange qui constitue la Grèce, puisque vous voyez qu'il y a plein de petits archipels, plein de petits îlots qui constituent la Grèce, c'est très morcelé. Tous ces points constituaient des cités. C'était des cités-États qui étaient autonomes, indépendantes et qui constituaient la Grèce. Donc elles étaient réparties tout autour de la mer Ionienne, la mer Égée un peu plus haut. Et aujourd'hui, nous allons parler de la ville d'Athènes, qui a été une des plus anciennes villes au monde, et notamment la première à instaurer ce principe de la démocratie. Donc sur la carte, vous pouvez la voir, Athènes, elle est au centre de la carte quasiment. Sur la petite... Est-ce que je peux vous le montrer avec la souris? Non, vous ne la voyez pas, ma souris. Vous voyez les Cyclades en plein milieu de la carte, les Cyclades dans la mer. Athènes, c'est juste le petit point noir, juste en haut à gauche, les Cyclades. Et vous voyez que Athènes était le point dominant au-dessus des terres de l'Attique. Donc on va creuser un peu plus tout ça. Athènes, c'est l'une des plus anciennes villes au monde, avec une présence humaine attestée dès le néolithique. Le néolithique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ère de la nouvelle pierre polie, à partir de moins 8000 avant Jésus-Christ. Donc la ville d'Athènes, elle a été fondée vers 800 avant Jésus-Christ, autour de la colline de l'Acropole, dont on va parler tout à l'heure, par le héros Thésée, selon la légende, qui était le vainqueur du Minotaure. Thésée, dont on a parlé dans une précédente vidéo sur le thème de la mythologie. Athènes, c'est aussi un symbole et un exemple du principe de démocratie appliqué en Grèce antique et qui s'est développé à toute la Grèce et par la suite à une grande partie du monde entier. Les citoyens athéniens sont ceux qui possèdent les droits civiques, politiques et juridiques. Dans leur cité, environ 15% de la population possède les terres de l'Attique. Cette zone géographique qui est qui est dominée par Athènes. Pour être citoyen, il faut être un homme né libre, donc pas esclave, de père citoyen
et de mère fille d'un citoyen. Oui, parce que les femmes ne pouvaient pas être citoyens. Il fallait être un homme. Et il faut aussi avoir fait son service militaire entre 18 et 20 ans, qui s'appelait l'éphébie. Alors le service militaire, l'éphébie, durait à peu près 2 ans. Donc on servait dans l'armée grecque, à partir de 18 ans. On peut aussi solliciter auprès des juges, qui sont des hauts responsables nommés parmi les autorités grecques de la cité. On peut solliciter donc ces juges, on peut leur demander le droit d'appartenir à la cité et du coup d'obtenir le statut de citoyen. Donc c'était soumis à un jury, à l'avis du jury, et donc qui votait ou qui donnait sa décision. Alors j'imagine que cette dernière solution n'était pas la plus simple et que il fallait évidemment obtenir tous les suffrages des juges, donc ça veut dire qu'il y avait un gros travail pour essayer de les convaincre de l'utilité d'obtenir le statut de citoyen à Athènes. Voyons la page suivante. Les droits et les devoirs des citoyens, quels sont-ils? Oui, parce que quand on est citoyen, quand on devient citoyen grec, on a des droits, ça donne des droits, mais on a aussi des responsabilités. Et oui, ça demande des obligations. C'est un peu comme les élus d'aujourd'hui, il faut participer à des réunions, il faut débattre, il faut alimenter la vie parlementaire, la vie politique de la ville. Donc les citoyens participent à la vie politique et aux décisions de la cité. Ils doivent participer aux fêtes religieuses et défendre Athènes. Défendre, c'est quand il s'agit du service militaire, l'éphébie, dont on parlait juste avant. Et au 5e siècle, on comptait seulement 40 000 citoyens athéniens sur une population de 500 000 personnes environ. Vous voyez, 40 000 citoyens sur une population de 500 000 personnes environ. Le ratio était vraiment très, très petit, très, très faible. Et ça, encore un élément qui prouve que n'était pas citoyen qui voulait. C'était quand même un statut assez aisé. C'est quand même un statut assez privilégié. Et bienvenue, impressive complat aux portes de l'abri 42. Alors si les Athéniens accueillent volontiers les étrangers dans leur cité, ils leur réservent cependant un statut inférieur, celui de métèque. Voilà d'où vient l'origine du mot métèque. C'était les étrangers dans la cité d'Athènes et qui n'avaient pas le statut de citoyen. Donc ces métèques sont libres de travailler et de gagner de l'argent, mais ils ne peuvent acheter la terre et ils sont exclus de la vie politique, tout comme les esclaves. Et donc dès son plus jeune âge, l'Athénien est rattaché à une circonscription administrative, donc comme aujourd'hui on pourrait appeler ça une commune ou un quartier, qui s'appelait le dème, dont ce citoyen va porter le nom toute sa vie. Voilà, ce sera un peu le sceau de ses origines sur un peu comme sa carte d'identité. Et bienvenue Singed aux portes de l'abri 42. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc j'en étais au citoyen qui est rattaché à une circonscription administrative, le dème. Et c'est seulement à l'âge de 20 ans, une fois revenu de l'armée, donc on disait que le service militaire dure 2 ans, que le citoyen peut enfin voter. Et donc participer aux grandes assemblées qui vont permettre de discuter des lois, des décisions concernant la politique, la vie politique, la paix, la guerre, tout ça. La démocratie. Attention, un nouveau survivant aux portes de l'abri. Ah, nous avons un nouveau follow, un nouveau survivant. J'ai pas bien vu le nom. Merci pour le follow Alva Geek. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat. Hein, je me sentirai moins seul. Mais même s'il y a du monde, d'après ce que je vois, mais c'est toujours plus convivial et plus sympathique.
Alors la démocratie, revenons-y. Revenons à nos moutons. Ah, petit clin d'œil qui n'est pas sans message. Non, qui a dit que dans une démocratie il y avait des moutons? Dans la démocratie d'aujourd'hui peut-être. Non, mais il y a toujours des gens qui suivent des décideurs, effectivement, des responsables qui sont sur le devant de la scène et qui prennent toute la lumière ou qui ont besoin de prendre la parole pour d'autres. Et bienvenue Elastic Azetso aux portes de l'abri 42. Donc la cité d'Athènes, elle est avant tout une démocratie. Et le terme vient d'une combinaison des mots grecs anciens qui sont démos, qui voulait dire le territoire, daishtai, partagé ou peuple, et kratain, qui veut dire kratin, je ne sais pas, je n'ai pas l'accent grec, qui veut dire commandé. Donc territoire plus partagé ou peuple plus commandé. Donc ça veut dire littéralement c'est le peuple du territoire qui commande localement, voilà, qui commande sa ville, qui commande sur son territoire, le pouvoir au peuple. Et c'est le grec Solon de 640, qui est né en 640 et mort en 558 avant Jésus-Christ, qui serait considéré comme le père de la démocratie, le premier à avoir abordé cette question et à avoir fait naître ce principe. Et c'est au cours de son voyage en Égypte qu'il a connu pour la première fois cette notion d'égalité entre les êtres humains. C'est bizarre, hein, parce qu'en Égypte, c'est quand même le pays, la nation des constructeurs de pyramides, avec les esclaves et les architectes qui construisaient les pyramides, les temples somptueux pour de grands rois, les grands pharaons. Donc voilà, cette petite anecdote qui est très, très intéressante. Donc la notion de démocratie reste cependant susceptible d'interprétations différentes, aussi bien quant à la signification concrète de la souveraineté populaire que pour son application pratique. Par exemple, la démocratie peut être soit directe, c'est-à-dire le peuple vote les lois, soit elle peut être représentative. Et du coup, ça veut dire le peuple élit des représentants qui, eux, votent les lois. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une démocratie représentative. Le peuple élit des députés ou des sénateurs, ou c'est principalement eux en France, qui après votent les lois en assemblée, des représentants du peuple. En fonction de ces différentes interprétations, il y a toujours un débat aujourd'hui concernant certains pays pour définir ceux qui sont véritablement une démocratie et ceux qui ne le sont pas. On en parlait au début de la vidéo, effectivement. Ça varie en fonction des pays, en fonction de la géographie, en fonction de la culture. Certains pays pensent qu'ils sont dans une démocratie alors qu'en fait ils en appliquent très peu de principes, et d'autres sont vraiment davantage des démocraties. Donc c'est vraiment un principe, la démocratie qui se veut universelle, mais qui va avoir une déclinaison, qui va avoir une interprétation qui va varier suivant les différents peuples, suivant les différentes nations, les différents pays où elle s'applique. Regardez un exemple flagrant, ça peut être dans Star Wars, avec la République. Et la République qui se veut être la plus démocratique possible, avec un parlement et des parlementaires qui sont au nombre de plusieurs milliers. Une république qui en fait va faire preuve petit à petit de tyrannie. Donc voilà, la limite, la zone de séparation entre la démocratie et la tyrannie est très fine, elle est très difficile, elle est très ténue, elle est très, très difficile à entrevoir, et le saut de la démocratie à la tyrannie, le pas est très vite fait. Si il n'y a pas de garde-fou ou s'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'encadrer la démocratie pour qu'elle puisse s'exprimer et que chacun puisse s'exprimer au même niveau et à égalité.
et bienvenue HK aux portes de l'abri 42. D'ailleurs, c'est Jean-Jacques Rousseau, célèbre philosophe français de l'époque des Lumières, juste avant 1789, la fameuse Révolution française. Alors lui il est né en 1712 et mort en 1778. Il considérait par exemple que la démocratie ne pouvait être que directe. C'est-à-dire la souveraineté, selon ses propres mots, la souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. C'est-à-dire on ne peut pas être privé de sa souveraineté. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté générale ne se représente pas. Donc selon lui, il ne pouvait y avoir que la démocratie directe. Ensuite, on a John Dewey, un autre philosophe américain, 1859-1952, donc début du XXe siècle. Selon lui, la démocratie était avant tout une manière de vivre. C'est aussi vrai, puisque c'était une manière de vivre, c'était le mode de vie grec dans l'Antiquité. Et bienvenue à Toti Ritli aux portes de l'abri 42. Bienvenue à tous, bienvenue. Alors, la démocratie c'est bien beau, mais à quoi ça sert? La démocratie, ça sert à se rassembler, à se réunir en assemblée pour voter, pour prendre des décisions. Ces décisions sont soumises souvent au vote. Et ce qui nous amène maintenant au vote. La cité d'Athènes, c'est donc une démocratie, un gouvernement direct du peuple par le peuple. Et on le voit sur les images. Enfin, en tout cas, un gouvernement des citoyens. C'est déjà une bonne partie du peuple. Mais on a vu que c'était pas la majorité du peuple. Les citoyens, réunis dans une assemblée unique, qui s'appelait l'Ecclésia, votent les lois et contrôlent les magistrats qui sont élus ou désignés par le sort pour diriger la cité. Donc les magistrats étaient ces fameux hauts responsables qui étaient désignés souvent par tirage au sort. Donc l'Ecclésia, cette fameuse assemblée, elle pouvait contenir jusqu'à 20 000 personnes. Mais seuls 6 000 citoyens, alors ça dépend des sources, certains disent il fallait être au moins 5 000, ou alors d'autres disent 6 000. Donc, on va rester sur 6 000, seuls 6 000 citoyens présents suffisent à légaliser une séance. Vous imaginez 6 000 personnes réunies en ce lieu, sur ce site, pour discuter des lois, des futures lois, des décisions à prendre. Déjà à 4, 5, c'est difficile de s'entendre, mais à 6000, imaginez. Une séance qui se tient généralement sur la colline de la Pnyx, donc, dont on peut voir une illustration sur le côté en haut à droite. Cette colline en haut d'Athènes s'appelait la Pnyx. C'est là où se tenaient ces séances de l'Ecclésia. Et l'Ecclésia se réunissait 4 fois par mois, j'allais dire par jour. Les citoyens, riches et pauvres, y débattaient et votaient les lois, la guerre, la paix ou les alliances à main levée. On y votait aussi l'ostracisme. Ah, l'ostracisme, qu'est-ce que c'est que ça, l'ostracisme? On y reviendra tout à l'heure. C'est vrai, on va y revenir, soyez patients. Alors l'indemnité du mistos, oui, c'est du mistos. Le mistos, c'était une indemnité, et c'était une rétribution payée aux citoyens les plus pauvres pour participer à l'Ecclésia. Donc effectivement, ça existait déjà à l'époque. Les citoyens les plus pauvres étaient payés, ils étaient rétribués, ils touchaient ce mistos pour venir participer à l'Ecclésia et exercer leur droit de participer aux assemblées, leur droit de parlementer. Et donc on choisissait les juges par tirage au sort au sein de l'Ecclésia. Les juges, donc c'était les magistrats dont on parlait tout à l'heure. Les magistrats les plus importants, qui étaient donc choisis par tirage au sort, parmi les citoyens, sont élus pour 1 an, tirés au sort par l'Assemblée.
Et donc il s'agissait bien souvent de 9 archontes pour les fonctions civiles, c'est-à-dire administration de la cité, tout ce qui est relatif à la cité, à la vie de tous les jours, et aussi de 10 stratèges qui commandent l'armée et la flotte. Les stratèges, eux, leur fonction, c'était plutôt de gérer les questions de guerre, quelque part de géostratégie, comme on appellerait ça aujourd'hui. Voilà, gérer les relations avec les autres nations, les nations environnantes, les autres pays. Les magistrats qui perdaient la confiance du peuple, s'ils étaient trop ambitieux ou s'ils étaient soupçonnés de tyrannie, ou même de menacer la démocratie, ils pouvaient être chassés de la cité ou exilés pour 10 ans. Et l'exil, c'est l'ostracisme. Voilà. C'est ce dont on parlait il y a 5 minutes. L'ostracisme, c'est ça. C'est l'exil qui était prononcé pour 10 ans pour un magistrat qui abusait un peu de sa position de magistrat, c'est-à-dire qu'il abusait de la cité, il abusait de son statut de citoyen pour des fins personnelles. Et oui, ça fait partie de la nature humaine. Nul n'est à l'abri de succomber à ces sirènes quand on atteint des postes aussi élevés, des responsabilités aussi élevées, aussi importantes. On le voit encore aujourd'hui avec les hommes politiques des principaux partis. Dans la majorité des partis, vous avez de nombreux responsables politiques qui font souvent passer l'intérêt personnel avant l'intérêt collectif, sous la pression de groupes de pression, de lobbies, de groupes d'intérêt, pour des raisons économiques, des raisons financières, même des raisons militaires. Voilà, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de points qui sont à prendre en compte. Il y a beaucoup d'enjeux qui interagissent, qui pèsent dans la balance quand on est un homme politique. Et ces hommes politiques, ces responsables sont d'autant plus prestigieux, sont d'autant plus respectables lorsqu'ils arrivent à garder la tête froide et à rester objectifs ou le plus neutre possible par rapport à toutes ces pressions qui s'exercent sur leur tête de tous côtés. Allez, passons. Donc, rappelez-vous, l'ostracisme, c'était l'exil qui était prononcé pendant 10 ans pour un magistrat qui ne respectait pas ou qui risquait de menacer la démocratie. On pourrait dire que certains hommes politiques aujourd'hui ont vécu l'ostracisme. N'hésitez pas à m'en citer dans le chat si vous avez des idées de noms, mais effectivement, il y en a aujourd'hui qui vivent aussi une certaine forme d'ostracisme. Je ne citerai pas de noms, je vous laisse les citer, puisque le chat n'apparaît pas à l'écran, donc moi je suis tranquille. Alors, ce qui comptait dans l'Assemblée, dans l'Ecclésia, c'était d'arriver à faire entendre sa voix. Donc là, cette illustration est très intéressante, puisqu'on voit comment était composée l'Assemblée, comment était composée l'Ecclésia. On voit au fond, en arrière-plan, la fameuse Acropole, qui surplombait la ville d'Athènes. Donc on voit la tribune, où étaient positionnés les orateurs. On a l'orateur avec la tête couronnée de myrte, donc on va y arriver juste après. On a l'autel de Zeus, qui est juste sur la tribune. On avait l'horloge à eau, ou la clepsydre, qui décomptait le temps de parole pour les orateurs, pour chaque orateur. On avait les scribes, évidemment c'est très important, les scribes qui étaient là pour retranscrire, pour prendre note de tout ce qui avait été dit. Ça fait partie aussi du travail parlementaire, c'est de noter tout ce qui a été dit, de constituer une sorte d'historique de toutes les questions qui ont été abordées pour, par la suite, pouvoir se remémorer tout ce qui a été décidé, apprendre de ses erreurs, s'il y a des erreurs qui sont commises dans certaines décisions. Enfin voilà, c'est comme ça qu'une cité, qu'une démocratie évolue.
Ensuite, on avait les gardiens de l'ordre. On va y revenir aussi. Donc, avec ces quatre illustrations déjà résument à elles-mêmes ce qu'était une ecclésia. Des illustrations qui sont tirées d'un livre que je trouve particulièrement très belles, parce qu'elles sont très représentatives de comment c'était à l'époque. On arrive bien à imaginer comment était organisé ce genre d'événement. Donc quand ils jugeaient un citoyen, les Athéniens votaient en utilisant des jetons ou en inscrivant le nom du condamné sur un tesson en terre cuite. Petite pièce en terre cuite de peau cassée. Voilà, ils inscrivaient le nom, ou alors ça servait de jeton pour voter. Tout citoyen pouvait demander la parole à l'assemblée du peuple. Il plaçait alors sur sa tête la fameuse couronne de myrte, qu'on mettait sur la tête, comme on voit sur l'image là en bas juste à côté de moi. On voit l'orateur qui est en train de s'exprimer pour pouvoir prendre la parole. Et donc il disposait d'un temps de parole limité qui était mesuré par l'écoulement de l'eau dans une clepsydre. Vous pouvez le voir dans les deux petits pots là qui sont sur l'illustration à côté de moi. Donc il y avait un premier pot en haut qui était rempli d'eau, et donc l'eau s'évacuait par le trou en bas dans le pot du dessous, et une fois que toute l'eau du pot du dessus était épuisée, il avait fini son temps de parole et il devait céder la place à un autre orateur. C'était le principe de la clepsydre, et pas la clepsydre dans Fort Boyard. Parce que je vois que vous voulez y venir, je vous vois arriver avec vos grandes sandales de guerriers grecs. Ensuite, nous avons les archers scythes. Alors scythe ou scythe, je ne sais pas vraiment comment bien prononcer, ça dépend des zones géographiques, enfin des origines culturelles. Moi j'aime bien prononcer archer scythe, je trouve que c'est bon, voilà, ça me dérange pas. Et donc on voit sur l'illustration juste derrière moi, là juste au-dessus de moi, on voyait, c'est par exemple un représentant de ces archers scythes qui rabattait les Athéniens qui se rendaient sur l'agora, donc qui se rendaient à l'ecclésia, où se traitaient les affaires de la cité. Donc les archers scythes rabattaient les Athéniens à l'aide d'une corde enduite de peinture rouge qui marquait les vêtements des retardataires, contraints alors de payer une amende. Et oui, ça existait déjà. On payait aussi déjà des amendes. Donc en fait, ces archers scythes, qui n'étaient pas des citoyens grecs, hein, c'était un corps d'archers scythes qui étaient des esclaves publics. Ce sont des soldats originaires qui sont souvent originaires de cette zone indo-européenne, qui ont été faits prisonniers, qui ont été capturés, qui ont été faits esclaves par l'armée grecque. Et donc, ils ont été recrutés pour constituer ce corps d'archers scythes qui correspond, enfin dont la mission est de maintenir l'ordre pour permettre à la démocratie de s'exercer. Voilà. Passons à la diapo suivante. Alors, on a parlé des citoyens, effectivement, qui représentent une petite partie du peuple. Ce n'est pas la majorité du peuple, hein, on l'a vu. Mais du coup, s'il y a des citoyens, qui sont les non-citoyens? Donc les non-citoyens représentaient environ 85% de la population d'Athènes. Et ils étaient exclus donc de la vie politique. Par contre, ils la subissaient, la vie politique, hein, puisqu'ils subissaient toutes les décisions qui étaient prises en leur nom, et donc ils étaient obligés d'obéir et de suivre les ordres, de suivre les règles. Donc dans ces non-citoyens, on avait premièrement les femmes. Même filles de citoyens, elles ne pouvaient prendre part au gouvernement de la cité. Et oui, même filles de citoyens ou mariées à un citoyen, les femmes n'étaient pas considérées comme citoyens. Donc on n'était pas encore à l'ère de la parité. C'était pas encore l'égalité parfaite homme-femme, hein. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que on a la chance d'avoir des femmes qui sont à des
qui ont des responsabilités politiques au même niveau que les hommes. Ça commence à arriver depuis quelques années. Mais voilà, dans la Grèce antique, c'était pas du tout ça. Hein. On en était loin encore. Ensuite, parmi les non-citoyens, on avait aussi les enfants qui devaient attendre d'avoir effectué leur service militaire, c'est-à-dire ils devaient attendre d'avoir 18 ans. Et après, à partir de 18 ans, donc ils partaient pour faire le service militaire pendant 2 ans. Les phébis, je crois, comme on a dit. Et à partir de 20 ans, une fois le service militaire effectué, à partir de là, seulement, ils obtenaient le statut de citoyen. Attendez, je revérifie. Je voudrais pas dire de bêtises. Sur le service militaire, c'était... on en était... C'était... Les phébis, voilà, c'est ça. Donc je ne me suis pas trompé. Ensuite, qui étaient considérés comme non-citoyens? Les étrangers ou les métèques, c'est-à-dire les étrangers qui arrivaient dans la cité, qui arrivaient à Athènes, qui n'étaient pas citoyens grecs d'Athènes. Donc ils étaient considérés comme étrangers, on les appelait les métèques. Ils étaient souvent artisans ou commerçants, c'est-à-dire ceux qui voyageaient beaucoup pour leur activité, pour pouvoir vivre. Et ils ne participaient pas non plus au gouvernement d'Athènes. Ils ne pouvaient posséder aucune terre ou aucune maison. Et par contre, ils payaient un impôt spécial. Et oui, puisqu'ils avaient une activité économique. Donc on leur autorisait à pratiquer leur commerce, leur activité économique au sein de la cité d'Athènes, mais en contrepartie, il fallait que ça ait des retombées économiques pour la ville, pour la cité. Donc effectivement, en retour, ils étaient un peu obligés de payer un impôt spécial pour la cité. Ça remplissait les caisses de la cité. Ensuite, évidemment, parmi les non-citoyens, on avait les esclaves. Les Romains n'ont pas le monopole d'avoir inventé les esclaves. Non, les esclaves existaient déjà dans la Grèce antique. Donc les esclaves, par définition, ne sont pas libres. Les esclaves, souvent, sont capturés à l'occasion de pillages, à l'occasion de guerres entre différents pays, ou au retour de voyage, ou alors ils sont achetés sur des marchés d'esclaves. Et souvent, ils viennent d'autres territoires. Le quiz, oui, ça va arriver. Et donc, souvent, ces esclaves, ils dépendent d'un maître et ils sont considérés comme des objets. Alors, on peut voir sur la photo, à droite, on voit par exemple des personnes qui se sont amusées à reconstituer ce fameux trafic d'esclaves. J'imagine que c'était un commerçant, un marchand d'esclaves qui conduisait des esclaves sur un marché d'esclaves où on pouvait les acheter. Voilà. Et donc les esclaves étaient voués à effectuer toutes les basses besognes, toutes les tâches de maintenance de la maison, à servir le maître de la maison, etc., etc. Voilà. On a vu aussi que les archéchites étaient des esclaves, des esclaves publics, mais des esclaves soldats. Donc vous voyez, les esclaves pouvaient aussi servir de soldats. Donc on avait les séances de l'Assemblée, les séances de la fameuse Ecclésia. Les séances de l'Assemblée se déroulaient depuis le lever du jour et après un sacrifice de purification. En général, c'était un sacrifice, on sacrifiait un animal, une chèvre ou un mouton ou un taureau. Puis le héros public, qui était chargé de l'organisation, donnait la parole aux orateurs souhaitant s'exprimer et qui montaient tour à tour à la tribune pour parler. Donc là, par exemple, sur l'illustration juste au-dessus de moi, on peut voir, par exemple, un citoyen grec qui est en train d'être jugé par l'Assemblée. Donc il va être vraisemblablement condamné si la majorité de l'Assemblée vote pour qu'il soit condamné parce qu'il a eu un mauvais comportement ou il a fait une mauvaise action. Il y avait aussi des crimes, il y avait des crimes, des délits, donc il fallait juger tout ça.
Ça faisait partie des tâches des fameux archontes, les magistrats qui s'occupaient de toutes les décisions civiles, en matière civile. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Alors, même si la démocratie athénienne est un principe essentiel, elle en restait toutefois limitée et imparfaite. Pourquoi ? Parce que seuls les citoyens, qui étaient une minorité d'habitants, on l'a vu, participaient au gouvernement. Ça n'était pas vraiment représentatif de toute la population de la cité. Les citoyens les plus pauvres se désintéressent souvent des séances à l'ecclésia. Et oui, puisque ils sont pas riches, ça leur coûte du temps, le temps c'est de l'argent, donc pour les citoyens les plus pauvres, c'est un peu compliqué, surtout quand il faut traverser toute la cité pour se rendre 4 fois par mois à l'ecclésia pour discuter, etc. Quand on est pauvre, on a d'autres centres d'intérêt, on a d'autres priorités, notamment se nourrir, survivre, voilà, et comment sera fait le lendemain. C'est aussi pour ça qu'il y avait cette fameuse indemnité qui leur était réservée, mais j'imagine qu'il y avait certaines conditions à réunir pour pouvoir toucher cette indemnité, et j'imagine que parmi les citoyens les plus pauvres, tous ne touchaient pas forcément cette fameuse indemnité, le mistos, je crois. Donc voilà, c'était une des principales raisons pour lesquelles les citoyens les plus pauvres se désintéressaient souvent des séances à l'ecclésia. Donc il pouvait y avoir effectivement un peu d'absentéisme. Ensuite, une autre raison pour laquelle c'était limité, cette fameuse démocratie athénienne, c'est que le philosophe Platon dénonce souvent l'ignorance de la plupart des citoyens à l'Assemblée. Effectivement, et c'est un peu encore le cas aujourd'hui, dans nos civilisations modernes, on a beaucoup de gens qui ne sont pas suffisamment formés, ou pas suffisamment éduqués, pour comprendre tous les rouages, tous les aspects, tous les principes de la démocratie, ou toutes les étapes d'un processus parlementaire. Donc, c'est difficile, d'autant plus quand il s'agit d'une assemblée avec 5000 ou 6000 personnes. Comment arriver à se faire comprendre de tout le monde ? Tout le monde n'a pas le même niveau d'éducation, et c'était souvent les plus riches qui avaient un niveau d'éducation le plus élevé. Donc, on se retrouvait souvent avec des situations dont on parlait tout à l'heure avec les fameux moutons. Souvent les personnes les moins éduquées ou qui ne voulaient pas prendre le temps ou perdre le temps de réfléchir à une question ou à un sujet, ou qui n'en avaient pas les moyens intellectuels, allaient dans la facilité de suivre plutôt un meneur ou un responsable politique qui prenait la parole pour eux. Et donc c'est ainsi petit à petit que les premiers partis politiques sont nés avec à chaque fois un représentant qui a amené une sorte de théorie, une doctrine, la pensée qui était partagée par tout son groupe. Ensuite, cette démocratie, une autre raison, elle n'est possible que grâce à l'esclavage. Et oui, en effet, le citoyen ne peut assister aux assemblées régulièrement que parce qu'il fait travailler d'un autre côté ses esclaves. Parce que ces esclaves font toutes ces tâches ménagères chez lui, pendant que lui peut libérer du temps pour assister aux assemblées et participer à la démocratie. Il peut ainsi dégager du temps pour les affaires publiques. Et donc contribuer et aux contributions forcées des alliés. Alors ça, les contributions forcées des alliés, c'est-à-dire que ça constituait le trésor de la Ligue de Délos, c'était un peu une sorte de caisse publique, le trésor public de l'époque, c'est-à-dire les fonds, le trésor de la cité, qui était alimenté par les prises de guerre, par tous les trésors gagnés sur des guerres, des batailles, mais aussi qui était alimenté par des contributions forcées, c'est-à-dire les autres cités alliées donnaient un peu d'argent aussi à la cité d'Athènes pour alimenter ses finances publiques, et donc pour verser une indemnité, une rétribution, un salaire à ces citoyens qui venaient assister aux assemblées. Et donc ça contribuait aussi à financer une partie des fêtes et aussi la construction de monuments publics
et donc les indemnités parlementaires. Donc voilà, et en fait, la démocratie athénienne, elle était souvent limitée à ce montant de finances publiques. S'il y avait peu de finances publiques, c'est-à-dire s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas assez pour payer tout le monde pour venir. Du coup, les gens n'étaient plus motivés et on avait beaucoup plus d'absentéisme. Par contre, s'il y avait beaucoup d'argent dans les caisses de la cité, il y avait un peu plus d'argent donc pour payer les citoyens, pour les forcer à venir et donc participer à la vie démocrative de la cité. Ensuite, dernière raison pourquoi la démocratie athénienne était limitée et imparfaite, la cité d'Athènes restait un État de petite taille. Et oui, c'est un État, c'est une cité-État. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Donc tous les citoyens pouvaient, à tour de rôle, exercer directement le pouvoir en tant que magistrat. C'était vraiment très localisé. On parlait alors de démocratie directe, alors que dans les démocraties modernes, les citoyens confient plutôt le pouvoir à des élus. Parce que dans les démocraties modernes, on est dans des pays avec plusieurs millions d'habitants. Donc en France, on doit être à un peu plus de 60 millions d'habitants, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises encore une fois, mais... Et on est obligé de passer à la démocratie représentative. C'est-à-dire les citoyens confient le pouvoir à des élus qui, eux, vont voter les lois à la place des citoyens. Alors que la cité d'Athènes, elle était limitée à sa propre géographie, elle était limitée à sa propre localité. C'était un petit territoire. C'est un peu comme la principauté de Monaco aujourd'hui. Donc c'était plus facile d'appliquer la démocratie directe, de faire participer les gens, un peu comme en Suisse d'ailleurs, faire participer les gens à leur propre niveau aux règles, aux lois de leur pays. Et salut Dariusio90, merci beaucoup for this interesting channel. I wish I was more confident with French. Greetings from UK. Hey, hello Dariusio, welcome to you. Thank you for your interest for our little session, our live session of today. Merci beaucoup. T'inquiète pas, Poup42, on arrive au quiz. C'est bientôt terminé. Justement, c'est fait exprès pour pas que ce soit trop lourd. On va ponctuer par un petit quiz pour bien valider ce que vous avez vu. Ben voilà, c'est ce que je disais. On est déjà à la fin. On a vu les principes de base, les points principaux, les points les plus importants de la démocratie grecque. Donc maintenant est venu le temps des questions. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que tu es prêt, Poup42, pour répondre aux questions? Est-ce que tu as bien enregistré tout ce que j'ai dit? Cool. Ok, alors on est parti. Alors, première question. On arrive à la première question. Ah non, attendez. Avant le petit quiz, est-ce que vous voudriez pas qu'on regarde une petite vidéo? Justement, une vidéo tirée d'un jeu vidéo qui montre justement ces fameuses assemblées parlementaires, ces fameuses ecclésias. Et en termes de jeux vidéo, je peux vous donner un indice, il s'agit d'une séquence tirée de Assassin's Creed Odyssey. Ça vous dit? J'ai pas beaucoup de réponses, mais moi ça me dit. Donc on va regarder. Alors, on va faire ça. Okidoki, ça marche. Alors, on va faire ça. Toc, je vais vous lancer la vidéo. Voilà. Attention. On va couper la musique et je vous le lance. C'est parti. Allez, hop, on bascule. Voilà. Let's go. Donc la vidéo s'appelle La démocratie à Athènes. Une séance de l'Ecclésia sur la colline Pnyx dans Assassin's Creed Odyssey. Bienvenue dans le cœur démocratique d'Athènes, aussi appelé la Pnyx.
La Pnyx était le lieu de réunion de l'Assemblée athénienne et incarnait la démocratie à l'œuvre. Cette visite te montrera comment les citoyens prenaient les décisions et assuraient le fonctionnement de la cité. Nous reparlerons lorsque tu auras achevé ta visite. À très bientôt. L'Assemblée athénienne était appelée l'Ecclésia. Elle se réunissait sur la Pnyx 40 fois par an afin de discuter de divers aspects de la vie de la cité. Chacune de ces séances durait plusieurs heures. On pense que le mot Pnyx signifiait quelque chose comme « serrer ensemble ». C'était probablement lié au fait que lors des réunions de l'Ecclésia, ce lieu était bondé et les citoyens étaient littéralement agglutinés sur place. Les citoyens, tous de sexe masculin, pouvaient directement prendre part au processus démocratique. Oui, encore que là, ils n'étaient pas nombreux là. Ceux qui étaient âgés d'au moins 20 ans avaient le droit de parler et de voter. Et ceux qui avaient plus de 30 ans pouvaient être élus au poste de magistrat. Athènes, à l'époque classique, comptait quelques 30 000 citoyens. Pour proposer et adopter des textes, il fallait que 6 000 d'entre eux soient présents. C'est des petites séquences historiques, enfin informatives, qui sont dans le jeu. Les citoyens venaient des 10 districts de l'Attique pour assister aux réunions de l'Ecclésia. Chaque réunion était présidée par un conseil, les Prytanes. Les Prytanes. Chaque séance commençait par un sacrifice à Zeus Agoraios, protecteur de l'Assemblée. Lors de la réunion, les citoyens faisaient des discours depuis la plateforme de la Pnyx à propos des questions auxquelles était confrontée la cité. Ensuite, les citoyens présents participaient à un vote à main levée. L'Ecclésia prenait des décisions importantes à propos de sujets comme les importations de grains, les dépenses de la cité et les déclarations de guerre. Si les citoyens ne pouvaient pas promulguer directement les lois, ils participaient à la nomination des législateurs d'Athènes, ce qui leur conférait un rôle important dans le fonctionnement quotidien de la cité. Elle est sympa cette petite vidéo. La clepsydre qui servait à mesurer le temps de parole. Voilà, c'est les deux pots. Si certains citoyens ne faisaient que participer aux séances de l'Ecclésia, d'autres pouvaient s'impliquer davantage dans le jeu démocratique en tant que magistrats. Les magistrats étaient élus parmi les citoyens athéniens âgés de plus de 30 ans. Il s'agissait souvent d'excellents orateurs et d'hommes politiques charismatiques. Ils avaient plus d'influence sur les décisions importantes que le citoyen ordinaire. L'un des magistrats les plus célèbres fut Périclès, si apprécié qu'il conserva son poste 15 ans durant. Le fameux Périclès, qui a été roi d'Athènes aussi. Enfin, je veux dire, roi, il a été le représentant d'Athènes quand il était magistrat. Parce qu'évidemment, quand il y a une démocratie, il n'y a pas de roi. Alors l'ostracisme, voilà. On va aborder l'ostracisme, je pense. En théorie, chaque citoyen athénien de plus de 20 ans avait le droit de participer à l'Assemblée. Mais certains vivaient loin de la ville et d'autres ne pouvaient pas se permettre de manquer une journée de travail pour assister aux séances. Pour ces raisons, la cité créa au 5e siècle avant l'ère commune une indemnité spéciale appelée mistos ecclesiasticos, destinée à encourager la participation. Voilà, le Elle mistos. s'élevait initialement à 2 oboles, mais Cléon la porta à 3 oboles. Et là, vous voyez en bas à gauche les oboles, voilà les deux pièces qui étaient le salaire. Alors, on a un buste de Périclès.
Athènes introduisit plusieurs nouveautés qui eurent un retentissement majeur, notamment dans le domaine du théâtre, de l'architecture et de la philosophie. Mais son plus grand apport fut sans conteste le gouvernement démocratique, régime qui introduisait la notion de cité dirigée par ses habitants. Intervenue en -508, la décision d'adopter la démocratie en tant que forme de gouvernement modela la civilisation de l'époque et continue de nous influencer. Le pouvoir politique appartient à la population. Ravi de te revoir. J'espère que cette découverte des rouages politiques de la cité t'a plu. Y a-t-il autre chose que tu aimerais faire? Ce sera tout pour l'instant ou Commençons par une question très simple. Ah, question très simple. Combien de citoyens Athènes comptait-elle environ à mon époque? Combien de citoyens? Au plus que ça. 30 000? Non, 300 000. Oui, il y avait approximativement 30 000 citoyens à Athènes. Mais la 30 000 population citoyens. de la cité était bien plus importante. Oui, et beaucoup La plus. La deuxième population question, était beaucoup plus maintenant. importante. Qui, parmi ces noms, fut un célèbre magistrat athénien? Ah, qui parmi ces noms fut un célèbre magistrat athénien? Léonidas, Persée, Platon, Périclès. Ah, c'est Périclès. Oui! Périclès était un magistrat extrêmement populaire qui a réussi à rester à ce poste pendant 15 ans. Bon, plus qu'une question. Allez, Que dernière question. signifie le mot pnyx? Le mot pnyx, qu'est-ce que ça signifie? Lieu de réunion, serré ensemble, estrade de parole, lieu de gouvernement. On va dire Exact. serré ensemble. La pnyx était généralement remplie de citoyens assistant aux réunions de l'Ecclésia. Tu connais assez bien la démocratie pour briguer une fonction politique. Je te félicite. Cool. Et bien voilà, les amis. C'était la fameuse petite séquence dans Assassin's Creed Odyssey qui permet de comprendre un peu, d'appréhender cette phase historique de la démocratie en Grèce antique. C'est vachement bien fait, hein. Voilà un apport que peut procurer, un apport historique, un apport culturel et éducatif que peuvent apporter les jeux, que peuvent procurer les jeux vidéo. Donc bien joué, je crois que c'est Ubisoft qui a créé Assassin's Creed, la licence. Bien joué à eux, bravo GG. Bravo pour votre travail, parce que voilà un support qui vient compléter de manière très intéressante et instructive des contenus pédagogiques. Et ça permet d'avoir du contenu sur lequel on peut s'inspirer aujourd'hui pour faire ce live. Donc c'est vachement sympa. Allez, on revient à notre fameux quiz. Hop, on va remettre un petit peu de musique. Voilà, j'espère que vous entendez bien la musique, qu'il y a une petite musique de fond. Et si vous êtes prêts, on va passer au quiz. On va se faire quelques petites questions, un peu en mode comme tout à l'heure là dans la séquence d'Assassin's Creed. On va se faire un petit quiz pour vérifier si vous avez bien suivi et si vous avez acquis certaines connaissances sur la démocratie en Grèce antique grâce à ce live. Bon, vous êtes prêts? Allez, on est parti. Première question. Allez, go. Qu'est-ce que l'acropole? Ah, on en a parlé, l'acropole, tout à l'heure. On peut la voir sur cette illustration. Est-ce que c'est un parc d'attractions Acrobranche? Est-ce que c'est un pôle économique à Athènes? Est-ce que c'est un temple sanctuaire à Athènes? Est-ce que c'est un site pour organiser les Jeux d'Olympie? Ah ah! Question qui pique. Oui. Alors, on démarre un peu dans le dur, là. C'est un peu dur, Dozgeek. Alors, à votre avis? Je vous laisse 3 secondes. 3, 2,
1. Et je vais vous donner la réponse. L'Acropole, c'était le sanctuaire de la déesse Athéna. L'Acropole d'Athènes, c'est un plateau rocheux calcaire s'élevant au centre de la ville d'Athènes, à laquelle elle a longtemps servi de citadelle. Donc c'était originellement la partie la plus élevée et la mieux défendue d'une cité de la Grèce antique. Elle servait de refuge ultime aux populations lors des attaques. Et pour l'Athènes antique, elle a servi de citadelle également à l'occupation ottomane. Et aussi, elle a servi de sanctuaire religieux durant l'Antiquité, et notamment pour honorer la déesse Athéna. Alors l'Acropole d'Athènes, qu'on voit sur la photo, les ruines sont encore debout aujourd'hui. Elle se situe sur une colline de 156 mètres de hauteur dans la capitale grecque, c'est-à-dire Athènes. Allez, question suivante. Quel principe fondamental a inventé Athènes? Un principe que l'on vient de voir aujourd'hui. Est-ce que Athènes a inventé la fête, la création artistique, le bien vivre ensemble ou la démocratie? Alors là, si vous n'êtes pas capable de répondre à la question, vous allez pouvoir vous remater toute la vidéo depuis le début. Alors, 3, 2, 1, plus sérieusement, c'est le principe de la démocratie qui a été inventé à Athènes. Le principe fondamental qu'Athènes a inventé et mis en application est la base de notre démocratie d'aujourd'hui. Les citoyens sont égaux en droit et tous peuvent participer aux décisions qui concernent l'État. L'État, c'est nous, hein. C'est la population, c'est les citoyens, c'est la définition d'aujourd'hui, hein. L'État, ce n'est pas juste le président et le gouvernement ou les ministres. Non, l'État, c'est nous. Ce sont les citoyens. Et aujourd'hui, la démocratie a évolué dans ce sens, qui est que aujourd'hui, nous sommes tous des citoyens. Pauvres, riches, esclaves, c'est un bien grand mot, mais oui, il y a encore des gens qui travaillent pour une bouchée de pain et qui c'est un peu de l'esclavagisme moderne. Mais hommes, femmes, pas les enfants. Effectivement, les enfants aujourd'hui ne sont pas encore des citoyens. Il faut être en capacité de pouvoir voter. Donc toutes les personnes en droit de voter en France sont des citoyens d'aujourd'hui. C'est nous qui constituons l'État. Question suivante. Comment étaient choisis les magistrats lors de ces assemblées de l'Ecclésia? Est-ce qu'ils étaient tirés au sort? Est-ce qu'ils étaient nommés par décret? Est-ce qu'ils étaient nommés à l'issue d'une course de rapidité? Ou est-ce qu'ils étaient élus grâce au jeu des chaises musicales? Ah! Question très difficile. Comment étaient choisis les magistrats? « 3, 2, 1. Les magistrats étaient tirés au sort par l'Assemblée, effectivement. Et donc, on a abordé le sujet dans la vidéo juste avant, effectivement. Périclès, qui est né en moins 495 et mort en moins 429 avant Jésus-Christ, a été un des plus prestigieux magistrats de la ville d'Athènes, puisqu'il a été magistrat, pardon, c'est le café. Il a été reconduit en tant que magistrat à Athènes pendant 15 ans. C'est dire s'il était apprécié par les citoyens et s'il était apprécié pour la qualité de sa contribution à la démocratie, pour la qualité de ses actions et de ses décisions. Il appartenait à la riche famille athénienne des Alcméonides, pardon, et pas de noïdes, des Alcméonides, c'est difficile à prononcer.
dont un des membres, Clisthène, réalisa des réformes démocratiques. Et dès moins 463 avant Jésus-Christ, il est devenu un des grands orateurs de l'Ecclésia. Après avoir été général et magistrat d'Athènes, il deviendra plus tard le principal dirigeant d'Athènes pendant 15 ans, qu'il développera pour en faire la capitale intellectuelle et artistique de la Grèce. Donc Périclès, un homme très important, un acteur majeur dans l'histoire et le développement de la ville d'Athènes. Allez, question suivante. Ah, on a le texte qui est un peu coupé, c'est pas grave. Qui sont les archers scythes? On en a parlé tout à l'heure. On a vu une petite représentation. Est-ce qu'il s'agissait d'un groupe de rock athénien? Est-ce qu'il s'agissait de soldats au service? Est-ce qu'il s'agissait d'un club de tir à l'arc d'Athènes? Ou est-ce qu'il s'agissait des ancêtres de Démis Roussos? Ah, je pense que il y a peut-être deux bonnes réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, 3, 2, 1. Les archers scythes, en tout premier lieu, c'étaient les responsables de l'ordre dans la ville d'Athènes. Effectivement, les archers scythes furent 300 à Athènes, puis 1000, et ils étaient armés de leurs arcs et de leurs flèches. C'est un peu la police d'aujourd'hui. Factuellement, leur arc était plus létal, c'est-à-dire plus mortel que la matraque ou la lacrymo aujourd'hui. Mais aussi, dans certains cas, ils étaient équipés d'un fouet et même d'un coutelas. Alors c'est vrai que armé d'un arc et de flèches, ça pouvait être très menaçant, et du coup c'était plus facile pour eux de se faire respecter et donc de maintenir l'ordre dans la cité. C'était un peu le pistolet des forces de l'ordre de l'époque. Alors il s'agissait, ces archers scythes, il s'agissait d'esclaves publics. Le corps des archers scythes, qui était un peuple qui était tiré ils étaient originaires du peuple, ils venaient d'un peuple d'origine indo-européenne nomade, et ils faisaient la police. Ils barraient les rues qui menaient à l'agora, à la place de l'Ecclésia, et ils rabattaient les citoyens dans la bonne direction au moyen de cette fameuse corde enduite de vermillon, c'est-à-dire cette fameuse peinture rouge qui marquait les tissus, et du coup qui permettait de donner des amendes aux retardataires, aux assemblées. Et donc la deuxième bonne réponse, ça pourrait être aussi que ça pouvait être aussi des ancêtres pour certains de Démis Roussos. Fameux chanteur d'origine grecque, je crois, chanteur français d'origine grecque. Ensuite, je crois que c'est la dernière question. Qu'est-ce que l'ostracisme? L'ostracisme, question technique, mon cher Jean-Pierre. Alors, l'ostracisme, on a vu effectivement cette petite pierre, ce petit tesson apparaître dans la vidéo tirée d'Assassin's Creed Odyssey. Est-ce que c'était le fait d'être aveugle? Est-ce que c'était l'exil? Est-ce que c'était la passion des œufs? Oui, on n'est pas très loin de Pâques. Est-ce que c'était le fait de se préoccuper d'autrui? Allez, vous avez 3 secondes pour tenter de répondre à la question et pour essayer de gagner 1 an d'abonnement à la TV 42. Non, je rigole, bien sûr. Allez, 3, 2, 1. L'ostracisme, c'était l'exil pendant 10 ans. Et oui, dans la Grèce antique, à Athènes, c'était une procédure que pouvaient lancer les membres de l'Ecclésia contre un homme politique dont ils craignaient l'ambition ou la puissance en le bannissant une dizaine d'années de la cité. Et quand celui-ci revenait dans la cité,
qu'il a ostracisé auparavant, tout était à recommencer. Il devait reconstruire une vie, toute une vie, sa vie privée, sa vie politique, si une maison, s'il avait perdu sa maison entre-temps, ou alors refaire sa vie dans la cité. Le terme grec qui signifie ostracisme désigne en fait le tesson de céramique qu'on voit sur l'image d'avant et qu'on voyait dans la vidéo. Ce petit tesson de céramique, donc ça désignait ce tesson de céramique avec lequel on votait pour infliger cette peine de justice. Et donc voilà, c'était déjà à la Grèce antique, durant la Grèce antique, on avait cette fameuse notion d'exclusion sociale qui était abordée, qui était bien présente et qui était mise en pratique avec l'ostracisme. Et comme je disais, ça ferait pas de mal à certains hommes politiques d'aujourd'hui, souvent quand ils ont été condamnés ou quand il a été confirmé qu'ils ont été ils ont été impliqués dans des affaires un peu douteuses ou dans des montages financiers où ils ont gagné beaucoup d'argent, ou alors où il a été prouvé qu'ils ont fait passer l'intérêt personnel avant l'intérêt collectif. Ça ferait pas mal à certains hommes politiques de notre paysage politique actuel de subir cette mesure d'ostracisme de temps en temps. Ça permettrait de nettoyer un peu notre paysage politique. Et bienvenue Mecha ou Rate aux portes de l'abri 42. Bien les amis, ainsi s'achève notre vidéo informative, éducative, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez, sur le thème du monde grec antique. Le sujet d'aujourd'hui, c'était la démocratie. Et notamment la cité d'Athènes, puisque la démocratie, on ne peut pas parler aujourd'hui de démocratie sans parler d'Athènes, puisque c'est un peu Athènes qui a permis d'inventer ce principe-là de démocratie. Les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc j'espère que grâce à cette nouvelle vidéo, vous en saurez un peu plus sur ces notions qui sont au programme de nos chères têtes blondes en 6e, 5e. J'espère que pour certains qui l'ignoraient, vous avez appris des choses. Et puis pour d'autres qui avaient déjà certaines connaissances, ça a permis pour vous de réviser certaines notions, de découvrir certains mots. Moi en l'occurrence, je trouve que c'est toujours très intéressant parce que j'apprends toujours des choses, notamment la pnyx, l'ostracisme. Je connaissais déjà le terme ostracisme, je connaissais cette notion, mais je ne connaissais pas l'origine, je ne savais pas que ça venait de l'Ecclésia, je ne savais pas que ça venait de cette civilisation grecque. Le mistos, cette fameuse rémunération, cette rétribution pour les citoyens les plus pauvres ou ceux qui ne pouvaient pas venir facilement participer aux assemblées. Toute cette organisation au niveau de ce débat parlementaire, au niveau de ce processus parlementaire instauré en Grèce, dans la cité d'Athènes, il y a certaines notions qui étaient encore assez floues ou que j'avais peut-être mis un peu de côté, et ça ne fait pas de mal en fait de revenir sur tout ça, de remettre un peu de lumière sur toutes ces notions, sur toutes ces choses, et je dois dire que ce sont des notions qui devraient encore avoir et qui ont beaucoup de sens encore aujourd'hui. Je dirais même d'autant plus aujourd'hui où nous vivons une époque qui est très délicate, une époque très compliquée, où les choses évoluent très vite, où les droits et les libertés sont assez malmenés, je dirais, où les principes démocratiques sont aussi parfois malmenés. Ça ne ferait pas de mal, je trouve, que certains de nos hommes politiques révisent de temps en temps ces notions qui sont la base et apprennent des leçons de l'histoire.
Voilà, c'était la pensée du jour. J'espère en tout cas que ça vous a éclairé, que cette petite vidéo vous aidera dans votre réflexion, dans votre parcours même scolaire hein, pour certains. Et puis voilà, prochaine vidéo, un nouveau sujet. Je pense qu'on va rester dans le monde de la Grèce antique parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Ça serait bien de boucler tout un cycle dans ce domaine, dans ce sujet. Donc on verra, ce sera la surprise à la prochaine vidéo. Tiens, on va revenir en full cam, hop. On va faire ça, toc. Voilà, j'arrive les amis, hop. Et voilà, de retour. Bien, merci en tout cas à vous d'avoir été présents, d'avoir suivi ce petit live. Il y a eu du monde cet après-midi, c'était très sympa. Et puis continuez à travailler chez vous hein, c'est pas moi qui vais travailler pour vous. Il y a personne qui va travailler pour vous, donc c'est vous chez vous qui êtes chargé, qui avez la responsabilité d'évoluer, de faire votre propre évolution personnelle, de progresser et de découvrir des notions, des nouvelles notions. Tout ce travail de découverte, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Par contre, nous, ou des personnes comme moi, sur Internet, on peut vous aider ou faciliter ces démarches en vous amenant des connaissances de la manière la plus facile et la plus pratique, la plus rapide possible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à me contacter dans le Discord de la chaîne de la TV42, à m'envoyer un petit message si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions. On a aussi une page Facebook, The Vault 42. Vous pouvez nous contacter aussi sur cette page Facebook, la page officielle, le Facebook officiel de la TV42. La TV42, ce sont des émissions quotidiennes sur Twitch, twitch.tv/TheVault42, The Vault 42. Avec une dizaine de streamers, chacun dans des styles différents, dans des domaines différents, souvent autour du jeu vidéo, de la culture geek. Moi, pour ma part, vous pourrez me retrouver notamment demain après-midi sur le live dessiné pour du dessin, pour faire notamment de la BD et du comics. Et puis après, vous retrouverez mes autres comparses sur du jeu vidéo tout au long de la semaine. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, autour de 14 h sur la TV42 pour un nouveau live éducatif, toujours vraisemblablement autour de la Grèce antique. Vous allez voir, je vais encore vous préparer quelque chose de vachement intéressant, on va s'éclater. En tout cas, moi, je ne vous cache pas que je m'amuse, c'est vraiment très intéressant, c'est très riche, on apprend beaucoup de choses, je passe toujours un bon moment, et puis évidemment, toutes ces vidéos sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube The Vault 42. Donc même si vous n'avez pas pu assister à l'intégralité du live, vous pouvez assister à l'intégralité de la vidéo en replay sur la chaîne YouTube The Vault 42. Bien les amis, c'est la fin de ce live sur la TV42. C'était DosGeek sur la TV42. Merci pour les follow, merci pour les gens qui étaient là, qui ont laissé des commentaires. Merci pour votre soutien, pour vos gentils messages, pour vos avis positifs, pour vos pouces levés, pour vos partages, pour vos ondes positives. Je vous adore, je vous fais de gros bisous. Restez connectés sur la TV42 parce que normalement ce soir à partir de 20 h, je crois que c'est Chucky pour du gaming ou peut-être juste de la discussion. On verra. Ce sera la surprise. Et puis restez confinés. Essayez de respecter quand même un minimum les consignes, même si je sais que c'est compliqué. Et puis gardez le moral, gardez le courage. On continue d'avancer. L'important c'est d'avancer, c'est de faire des choses positives, c'est d'avancer un petit peu tous les jours. Voilà. Et au moins vous aurez gagné votre journée. Allez les amis, gros bisous, bye bye. Restez sur la TV42, c'était DosGeek. Je vous adore. Passez un bon après-midi, une bonne soirée et à la prochaine.